C'est très nécessaire pour nous tous, les gens donc de la région des Grands Lacs, les Rwandais, les Burundais, les Congolais, même les Ougandais, et les autres confrères de l'Afrique qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer au Congo. Parce que quand vous suivez, beaucoup de gens sont en train d'encenser Kagame, d'applaudir Kagame. Parlez aux Sénégalais. Tout ce qu'on montre à la télévision de Dakar, Kagame, le Rwanda a réussi. Côte d'Ivoire, n'en parlons même pas. Un Ivoirien, quand il voit le Rwanda, il trouve que c'est un pays moderne. Quand vous lui demandez pourquoi, un pays que Kagame a tiré du néant, après le génocide, tout ça, il a reconstruit, ça va, l'économie est en train de monter rapidement. Je dis, Dieu sûr. C'est comme ça. La télévision a dit, les médias américains ont dit, les médias occidentaux en général. Mais la réalité, c'est quoi? J'ai commencé par définir que les régimes qui sont en place au Rwanda et en Ouganda sont des régimes mercenaires. Avant de commencer, si je dis que le Rwanda et l'Ouganda sont des régimes mercenaires, c'est facile à dire. Il faut d'abord définir qu'est-ce qu'un mercenaire. Un mercenaire, c'est un individu, un ancien combattant recruté pour un rôle dans un conflit étranger. Un mercenaire ne se bat jamais dans son pays. On recrute un mercenaire pour l'envoyer se battre sur un territoire extérieur, étranger. C'est ça la définition simple du dictionnaire français. Un combattant militaire en action, pensionné même, retraité, mais quand il endosse son uniforme pour aller se battre sur un territoire étranger, c'est un mercenaire déjà. Pourquoi les mercenaires sont-ils recrutés? Des gens peuvent se poser la question. On les recrute parce que ceci permet à un État-nation de nier plus facilement son implication dans un conflit parfois ridicule. Il y a des États, des nations, des institutions qui préfèrent aller faire des bêtises sur un territoire étranger. Au lieu d'y aller eux-mêmes comme ça, ces États-là, ils préfèrent se cacher dans le noir et former un groupe de gens qui vont aller entrer sur ce territoire-là étranger pour exécuter de sales besognes en leur nom, à leur profit. C'est pour cela qu'on dit, toi qu'on est en train d'envoyer, que tu sois en uniforme ou pas, mais quand on te donne une arme, par soit un individu, un État, une société nationale ou bien multinationale, ou bien n'importe quelle organisation dans le monde, on te donne, toi, individu, femme ou bien homme, le devoir de traverser la frontière d'un pays qui n'est pas tien, pour aller faire des bêtises, des dégâts, voler, tuer sur une terre étrangère, automatiquement, la langue française t'appelle un mercenaire. Et pourquoi on fait ça? Je reprends. Ceux qui engagent des gens pour les lancer sur un territoire étranger afin de faire ce sale besogne, ils le font pourquoi? C'est pour camoufler, cacher leur implication dans ce qui s'est fait sur cette terre étrangère. Ils vont dire, nous ne savons pas, ce n'est pas nous. Est-ce que vous nous avez vus, vous, au Congo? Non, ce n'est pas nous. Un mercenaire ne travaille pas pour lui. Un mercenaire travaille pour une autre entité. Les rebelles aussi, on peut les mettre dans une même catégorie que les mercenaires? Non. La définition, c'est quoi? Un rebelle. Lui se rebelle. Il se révolte contre le système en place de son pays. Il se retire sur une surface, parfois dans son pays, pour se battre contre son pays. Parfois, il peut traverser la frontière pour se retrouver sur une terre étrangère. Non pas pour combattre le gouvernement de ce pays-là, non. Il trouve seulement une place pour se réfugier afin de combattre le gouvernement de son pays. Ça, c'est un rebelle. On ne se rebelle que devant son pays, son gouvernement. Mais quand quelqu'un, un étranger, entre sur votre territoire, qu'il soit rwandais ou bien ougandais, au lieu
de combattre le gouvernement rwandais de Kagame. Vous voyez un Rwandais qui vous combat, vous. Un Ougandais qui quitte l'Ouganda, qui traverse la frontière pour entrer au Congo. Au lieu de combattre Museveni, ils se disent ADF Nalu. On les appelle même rebelles à la télévision par des intellectuels. Les Blancs que nous respectons. Oh, les Américains sont intelligents. Leurs services secrets. Les Français parlent le français très bien. Ils connaissent très bien la différence. Mais ils appellent un Ougandais qui quitte l'Ouganda, qui traverse la frontière, même un Rwandais, qui entre au Congo. Au lieu que ces Rwandais-là combattent Kagame, que ces Ougandais-là combattent Museveni, ils nous combattent, nous, pour nous tuer, nous déstabiliser, nous déplacer, nous voler. Même les Français les appellent à la télévision les rebelles ougandais. Jamais. Les anglophones, américains, bien britanniques, les appellent rebels. Jamais de la vie. Il y a un, ça ne va pas. Et le mot mercenaire, aujourd'hui, on a tendance à vouloir ne plus utiliser ce mot-là. Car le monde a évolué. Car le mot mercenaire, ça a l'air d'être old school. Donc vieux jeu. Car on a des mercenaires qu'on a connus. Les Bob Denard. Il y a des Congolais. Quand on parle Bob Denard, vous avez déjà une idée. C'est les Français, hein? Les Belges aussi avaient leurs mercenaires. Jean Scram. C'était des mercenaires classiques. C'est-à-dire, Bob Denard venait d'un pays, la France. Vous tous, vous connaissez que lui, c'est la France qui l'envoie pour combattre sur un territoire étranger dans le compte pour servir, je ne sais pas, le gouvernement ou bien l'opposition de ce pays-là, sur un territoire étranger. Et vous allez le payer, il finit son job, il rentre. Chez les Français, le célèbre c'est Bob Denard. Chez les Belges, Jean Scram. C'est le mercenariat traditionnel que nous tous, nous avons connu quand nous étions des petits, que les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas, et vous êtes informés. Et maintenant, avec le monde qui change, aujourd'hui, le mercenariat est toujours là. Mais on a donné un autre nom au mercenariat. On a essayé de pousseter ça, de lui donner une autre figure, un autre visage, en créant d'autres vocabulaires. Il y a des gens qui ont donné maintenant un nouveau visage au mercenariat. Ce sont les anglo-saxons, ou bien en d'autres termes, les anglo-américains. Avec à la tête les États-Unis d'Amérique. Ça a commencé quand? Avec la chute de l'URSS. Car l'URSS occupait trop le monde occidental. Ils donc braquaient toute leur attention contre l'URSS. C'est-à-dire, en cas de blague, l'URSS va en tout cas donc gagner le combat, la guerre froide. C'est pourquoi ils mobilisaient toutes leurs ressources contre l'URSS d'une manière classique. Ils se concentraient d'abord à faire tomber l'URSS. Et quand l'URSS est tombé, le terrain est resté maintenant vide. C'était ce qu'on appelle maintenant, pas même le début, l'avancement de ce qu'on appelle la mondialisation. Mondialisation, c'est quoi? D'abord, c'est la privatisation. Ça a commencé sous forme de la privatisation. Et c'est la privatisation qui a créé la mondialisation. Privatisation, c'est quoi? C'est-à-dire, on arrache le pouvoir à certains États. Car c'est l'État, c'est le rôle de l'État dans chaque pays de consolider l'unité nationale, de créer des emplois, de sécuriser le peuple, de faire tout ce que vous voulez. C'est l'État d'abord. Le blanc, très malin qu'il était, venait d'abord sous forme de privatisation. Si l'État est présent, l'État gère les richesses du pays, l'État gère les usines, les mines, l'État gère tout ce qui se fait sur la terre pour bien repartager les richesses
le pays là sera stable et va avancer. Et comme les Occidentaux par nature ont toujours été les anti-africains, les anti-mondialistes, ils sont venus avec un système. C'est-à-dire arrachant le pouvoir aux États du monde. Ils ont introduit le système de privatisation. La privatisation, c'est quoi? C'est eux, les États des Occidentaux surtout. Après avoir fait beaucoup d'argent, ils ont pris l'argent, ils ont donné à des individus pour fabriquer des organismes et aller avoir des actions dans vos richesses, dans les richesses de votre pays. Et ils ont mis en place un système international pour quadriller, se cacher et vous étrangler convenablement. La Banque mondiale a participé au complot, le Fonds monétaire international et toutes les institutions, l'ONU même dans son entièreté. Ce sont ces institutions-là qui sont en place, si vous remarquez très bien, non pas pour aider les autres peuples, c'est pour aider les Occidentaux d'abord. Ce sont ces instruments-là qui paralysent tous les autres peuples en faveur des Occidentaux. Mais par mafia, les Occidentaux nomment ces institutions-là au international, les Nations Unies. On n'est pas tellement unis là-dedans. Tout ce que vous travaillez, Conseil de sécurité quand ils s'assoient là-bas, tout ce qu'ils font là-bas, c'est pour servir les intérêts de l'Occident. Comprenez pourquoi l'Afrique ne se trouve nulle part dans le Conseil de sécurité. Or, les analystes du monde entier te disent, il y a l'insécurité en Afrique. Il y a trop de guerres en Afrique. Ce sont les Africains qui connaissent la guerre, qui expérimentent la guerre. Comment les gens qui connaissent l'insécurité tous les jours, ils n'ont aucun siège dans le Conseil de sécurité pour parler de leurs problèmes de guerre. Un pays comme le Congo, qui fait face à une guerre pendant 20 ans, serait mieux placé pour avoir un siège au Conseil de sécurité pour dire des choses au monde, que la guerre c'est ça. Nous avons expérimenté la guerre pendant 20 ans. Si vous voulez finir cette guerre du Congo, les Congolais ont des choses à dire. Les Ivoiriens ont eu une guerre. Ils ont des choses à dire aussi. Partout là où il y a des guerres, au Rwanda, le génocide, les Rwandais avaient des choses à dire. Au Burundi, il y avait des massacres, les Burundais avaient des choses à dire. Beaucoup de gens partout, le Tchadien, tout ça. Mais vous allez voir que les Blancs ferment la porte au nez des Africains. Le Conseil de sécurité, c'est pour eux seuls. Avec la Chine quelque part là-bas. Remarquez, aux États-Unis, il n'y a pas de guerre. L'Europe est stable depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ils ne connaissent pas de guerre, ils sont calmes, ils ont démocratisé leur pays, leurs États sont très forts, mais ils s'accaparent du Conseil de sécurité. Ils ne vous font pas entrer, vous qui subissez les affres de l'insécurité, pour venir partager vos expériences avec eux, leur donner même des idées, leur dire des vérités sur la guerre du Congo. Qui attaque les Congolais par exemple? Qui était à la tête du génocide du Rwanda? Vous voulez arranger le problème des Rwandais? Les Rwandais eux-mêmes ont de vraies questions, ont de vrais dossiers. Mais l'Occident ferme la porte et s'autoproclame. Le Conseil de sécurité, c'est pour eux. Lacune. C'est ici où tous les leaders du monde, je parle en français, chers frères africains parlent français, écoutez très bien, c'est déjà suspect. Et c'est l'Occident, après la chute de l'URSS, est passé maintenant à la vitesse supérieure pour s'accaparer, affaiblir les États du monde en introduisant le système de la privatisation. C'est ainsi les sociétés d'États des autres pays, surtout en Afrique. Ils ont commencé maintenant à les arracher du main de l'État, tout en mentant. Vous voulez acheter des pièces de rechange? Pour faire ceci, ils vous bloquent, car c'est eux qui ont la science technologique. Ils ne vont pas vous vendre des histoires. Il faut d'abord accepter que nous devons nous partager les mines du Congo avec vous. Vous voulez éviter? Non, nous refusons avec nos mines. Vous contournez. Vous allez chez les Coréens. Vous allez vous rendre compte que même les Coréens là-bas, là où ils sont toujours sous les genoux des Occidentaux. Vous fouillez, non. Les Coréens sont comme ça. Vous allez en Chine. L'image que nous faisons des Chinois. Vous allez là-bas.
nous voulons acheter des engins, tout ça. Vous allez vous rendre compte que même les Chinois eux-mêmes sont gérés par les Occidentaux. Car la Chine, c'est l'atelier du monde. La Chine, c'est quoi? Ce sont les Occidentaux qui prennent leurs entreprises, qui les amènent en Chine parce que l'État est injuste, il ne paye pas trop de taxes. Il y a l'esclavage presque dans le milieu du travail de la Chine. Pourquoi ils déménagent? Parce qu'ils laissaient leur société en Occident. Il y a le droit de l'homme. Ils vont payer beaucoup de taxes, payer les travailleurs convenablement, les congés, beaucoup de primes, tout ça, pour éviter tout ça. Or, eux font les affaires avec l'esprit de mafia. Ils ont déménagé leur équipement de création, de fabrication, pour chercher un pays injuste, là où les travailleurs, on les fait travailler comme des esclaves. C'est ainsi, beaucoup sont allés en Chine. C'est ce que beaucoup d'Africains ne savent pas. Même si vous lisez sur beaucoup de vos histoires, fait en Chine, fabriqué en Chine, made in China, ce n'est pas pour les Chinois. Ça a commencé à être pour les Chinois aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les Chinois, les Chinois sont malins. Après s'être assis au pied des Occidentaux pendant 50 ans, être utilisés comme les gens de l'atelier du monde, les Chinois ont copié la technologie. Après 50 ans, ils ont commencé maintenant à bousculer les Occidentaux pour faire des choses maintenant qui leur appartiennent. Mais pendant tout ce temps, tout ce qu'on dit, made in China, fabriqué en Chine, oui, c'est fabriqué en Chine, mais dans le compte des Occidentaux. Tout ce que vous avez au monde, même si vous portez votre montre, les chaussures, les habits, les jouets, fabriqués en Chine, oui. Mais qui bouffe la part des lions? Un occidental quelque part. C'est comme ça qu'on a vu des présidents fuir la privatisation des Américains et des Européens. Je peux vous donner l'exemple de Laurent Désiré Kabila. Je ne sais pas si beaucoup de Congolais, vous savez cette histoire. Quand on a commencé à le mettre au coin par les anglo-saxons afin de le paralyser économiquement, on a fermé le robinet de la Banque mondiale, Fonds monétaire international, parce que Kabila est têtu. Kabila voulait contourner tout ce mouvement international pour se trouver des armes et des alliés afin de gagner cette guerre que les Américains et les Britanniques ont imposée au Congo en utilisant les armées du Rwanda et de l'Ouganda comme des mercenaires. Vous comprenez maintenant? Traverser la frontière pour combattre dans le compte des Américains et des Britanniques comme des mercenaires. Kabila a compris. Il a demandé l'aide des autres pays africains, vous connaissez, la SADC, et puis pour acheter maintenant les armes et d'autres engins technologiques, pour même le développement du Congo, faire les champs, les usines, tout ça, faire donc revivre la Jécamine. Kabila a essayé à plusieurs reprises, Laurent Désiré Kabila. Il s'est rendu dans beaucoup de pays. Il s'est même retrouvé en Chine. Comme il s'entendait très bien avec les Chinois, il a eu sa formation en Chine. Joseph Kabila, à un moment donné, a eu sa formation en Chine. Kabila est allé comme ça, pas. Je viens chercher l'aide économique, c'est-à-dire des engins pour faire travailler les mines du Congo. Moi, je ne vais pas les céder aux Occidentaux. Les Occidentaux me font pression pour que je laisse les mines dans leurs mains. Moi, je n'aime pas, je suis nationaliste. C'est là où Kabila Laurent s'est rendu compte d'une vérité qu'il ne connaissait pas. Que même les engins qu'on fabriquait en Chine, on écrit « Made in China », ça n'appartenait pas véritablement aux Chinois. C'était les engins des Américains et des Européens. Toujours dans leur état de transférer leur société en Chine parce que la main-d'œuvre est moins chère là-bas. Donc c'était impossible. La Chine ne pouvait rien faire. Vendre les engins, même les armes à Kabila facilement. Parce que la Chine ne faisait que fabriquer. Mais le propriétaire, c'était un Américain. C'était le gouvernement américain. Kabila était fatigué. C'est là, beaucoup d'analystes qui connaissent ce dossier secret te diront que c'est à partir de ce jour-là que Kabila était retourné au Congo fatigué, Laurent Désiré Kabila. Il a compris que c'est fini, ils vont m'avoir, ils vont me tuer en fin de compte. C'était un peu ça. Donc je disais, à la fin des années 1980, début 1990, avec la chute de l'URSS, le mercenariat a été institué par les anglo-saxons, avec à la tête
les États-Unis d'Amérique, il y a le Canada, l'Australie, Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, vous connaissez tout ça. Et quelque part aussi, il y a Israël qui joue ces jeux. En Afrique, il y a l'Afrique du Sud. N'oubliez jamais. L'Afrique du Sud aussi, c'est un mauvais terrain. Pourquoi? Beaucoup de Congolais ne se demandent pas pourquoi. L'Afrique du Sud, c'est un pays développé. C'est une puissance. Pourquoi l'Afrique du Sud ne vole jamais au secours? Les Sud-Africains ont une technologie avancée. Pourquoi ne volent-ils jamais au secours des pays noirs? Pour dire, nous nous posons comme ça. Nous voulons l'avancement de l'Afrique, l'unité africaine, la puissance de l'Afrique, économiquement, politiquement. Vous n'allez pas nous attaquer, vous les Européens et vous les Américains. Jamais. C'est là que vous allez comprendre que l'économie de l'Afrique du Sud est toujours dans les mains des Occidentaux. Bien qu'ils ont laissé le semblant de pouvoir politique aux Sud-Africains. Mais c'est toujours l'Occident qui contrôle l'Afrique du Sud dans sa forme actuelle. Donc, en guise de récapitulation, les États-Unis en tête, en Occident, donc Europe, il y a beaucoup de pays. L'Israël aussi ne manque jamais au rendez-vous, et l'Afrique du Sud. Ce sont ces pays-là qui ont créé un nouveau système de mercenariat vers la fin des années 90. C'est-à-dire quoi? Ils mettent en place des sociétés militaires privées, des grandes entreprises qui ont même des bureaux à New York, à Londres et dans beaucoup d'autres pays du monde. Ces entreprises-là sont même cotées en bourse, vous vous rendez compte? Une entreprise privée est cotée en bourse. C'est l'entreprise qui fabrique des mercenaires dans le monde. Tout ça, c'est le fruit du capitalisme à outrance. Donc même quand on chante capitalisme, le communisme c'est l'enfer, on utilise les gens, le capitalisme c'est mieux. Si vous faites des études approfondies, vous allez vous rendre compte que le capitalisme aussi est satanique. De la même manière que les capitalistes condamnaient le communisme, que c'est l'homme utilise l'homme. Aujourd'hui, le capitalisme aussi, on voit très bien que l'homme utilise l'homme. Au moyen de quoi? De la privatisation. Et aujourd'hui, on nous dit que ces entreprises-là créées par les Occidentaux ont atteint un degré de sophistication et de professionnalisme très élevé. C'est-à-dire quoi? Le mercenariat a cessé d'être le mercenariat de l'école primaire. Là, on voyait les Bob Denard, les gens Scram, qui allaient dans la brousse là-bas à Kisangani, avec les moulélés, tout ça. Non. Aujourd'hui, c'est très sophistiqué. Car ces sociétés-là ont du personnel qui font maintenant la communication. On peut voir une société aux États-Unis, un monsieur là-bas s'implante. Souvent, ce sont des anciens militaires. Un ancien militaire américain, avec la bénédiction du gouvernement, les Kadian Pemba là-bas, les faucons du gouvernement américain, qui font sortir de l'argent, qui se cachent, mais qui donnent à un ancien militaire. Tu connais le secret de la guerre. Tu as travaillé pour la... C'est souvent les gens qui ont travaillé pour la CIA, le Pentagone, beaucoup d'histoires là-bas militaires, militaro-militaires toujours. Avec la bénédiction du gouvernement américain, nous nous cachons. Fais comme si tu es devenu millionnaire, crée une entreprise là-bas. Le monsieur là-bas, on veut, oh, John a créé une entreprise, oh, les millionnaires américains. Non! C'est le gouvernement qui nous donne l'argent sur la table, nous nous cachons. Il crée cette entreprise, il y met donc des instruments sophistiqués pour la communication, l'aide à la prise même des décisions, la maintenance de la logistique, services sanitaires et secours aux blessés sur le terrain de guerre et autres tâches. Il forme maintenant des gens, il commence à recruter. Parfois, il ne recrute pas aux États-Unis parce que c'est un pays là où, de liberté d'expression, un pays des droits de l'homme. C'est pour cela que vous allez voir, par exemple, un pays occidental, donc en Europe, ou bien en Amérique, au Canada, pour faire ces bêtises-là, ils ne vont pas entraîner leurs mercenaires en Amérique, au Canada ou bien en Europe, non. Les médias vont parler, l'opposition va se poser des questions. Ils vont les entraîner dans des pays là où il n'y a pas de droit de l'homme surtout. C'est ainsi que vous pouvez voir au Yémen, ils sont en train d'entraîner
en Arabie Saoudite, il y a un camp secret là-bas, tenu par les Américains, qui recrutent les mercenaires de toutes les races venant du monde entier. Au Liban, par exemple, il y a un camp secret quelque part. En Afrique du Sud, n'en parlons pas. Parce que l'Afrique du Sud est aussi citée. L'Afrique du Sud, c'est un puits de mercenaires en Afrique. Cette Afrique du Sud-là. J'ai regretté quand j'ai fait des recherches, l'Afrique du Sud ne travaille pas pour les Africains. C'est pour cela qu'il y a des bandades en Afrique. Ça travaille pour les Blancs. Ainsi, dans ce système de recrutement-là, il y a quoi? On recrute d'abord des individus. La principale activité, comme je l'ai dit, ce sont ces entreprises-là. Ce n'est pas l'action directe sur terrain. Eux se cachent. Ils veulent maintenant aller quelque part, exécuter leur mission. Souvent, ce sont des missions obscures, pas propres. Trop d'injustice, il y a des crimes, des génocides, du vol, du sang va couler. Ils le savent très bien. Ils ont leur arsenal en place. Ils ne le font pas en Amérique, au Canada, tout ça. Ils cherchent un pays sans droit de l'homme. Un pays arabe. Arabie Saoudite, tu es notre partenaire. Tu nous donnes un terrain dans le désert. C'est ce qu'ils font. En Afrique, ils l'ont fait en Afrique du Sud. Depuis longtemps. Quand il y avait apartheid en Afrique du Sud, on entraînait beaucoup de Blancs là-bas à tenir tête contre les Noirs, les tuer même. C'est pour cela qu'on tuait les Noirs sud-africains. Il y avait des endroits secrets là en Afrique du Sud. Là, on formait les mercenaires. Venant d'autres pays, Angleterre, Amérique, pour aller former les Blancs sud-africains. Pour achever les Noirs.